Quel monstre vous a le plus traumatisé? Une fillette s'enfonce dans une antre et trouve une table. Au bout, un être pâle, la peau pendante, le visage dépourvu d'yeux, est assis. Intriguée, la petite mange une grappe de raisin. La créature se réveille alors, enfonce ses globes oculaires dans ses mains et se met à la pourchasser. Son cri ressemble à celui d'un enfant qu'on dévore. La scène la plus marquante du labyrinthe de Pan. Pourtant, le réalisateur n'avait pas de design précis en tête pour le monstre. Parfois en bois avec un tiroir dans la poitrine, parfois un vieil homme tout gros qui maigrissait une fois levé de sa chaise. Rien ne lui plaisait jusqu'à l'idée de lui retirer ses yeux. Et c'est un vrai costume avec du maquillage jusqu'à la taille, puis des jambes marionnettes sur une combinaison verte. Sa présence en est encore plus terrifiante. Le plan où il dévore les fées renvoie à un tableau cauchemardesque de Goya. En plus de son apparence, c'est ce qu'il symbolise qui est effrayant. Tout droit sorti d'un conte de fées tordu, il représente toute institution qui se nourrit des plus faibles. Un être qui n'ouvre les yeux que pour manger des innocents. Un écho au contexte du film sur l'Espagne franquiste. Un monstre, c'est donc à la fois un design de fou, une thématique forte et une mise en scène marquante. On a déjà évoqué certaines de ces créatures mythiques du cinéma dans plusieurs vidéos, le xénomorphe d'Alien, la mouche de David Cronenberg, le démon de l'exorciste, les vampires, mais il en reste encore plein. Tiens, prenez The Thing. Comment affronter une créature qui peut prendre la forme de n'importe qui, même de vos compagnons? Ah voilà, ça fait peur. Et ça, c'est pas le pitch de la chose d'un autre monde. Non, ici, le monstre découvert dans la glace par un groupe de scientifiques est une sorte d'homme-légume, alors menaçant, oui, mais juste un mec en costume. Et ça, même s'il adore le film au point de le mettre dans Halloween, John Carpenter n'en veut pas pour son remake. Il veut quelque chose de plus fidèle à la nouvelle originale où la chose assimile les êtres vivants. Il met sur le coup un petit prodige du maquillage et des effets spéciaux. Ce dernier lui propose alors l'idée que la chose soit un mélange de tous les organismes qu'elle a croisés et qu'elle change de forme à chaque apparition. Emballé, Carpenter donne le feu vert, mais ce que l'homme ne sait pas, c'est qu'il vient d'accepter le projet le plus dur de toute sa carrière. Bon, les vampires, les loups-garous, c'est sympa comme monstre, mais les fantômes, on en fait quoi? Là, comme ça, je dirais Sixième Sens, Poltergeist, Casper, je sais pas si ça fait très peur, non? Mais non, moi je veux celui de CyberGhost VPN. Lui, c'est pas un monstre, au contraire, il te protège des vrais dangers du web. Un VPN cache ton IP et change ta localisation partout dans le monde pour masquer ton empreinte numérique et devenir intraçable, comme un fantôme. Utile quand tu vas dans des sites douteux pour trouver des films en streaming, t'évites les hackers et tu dors tranquille, bien à l'abri des attaques informatiques. Ah ok, mais moi je suis réglo, je regarde tout légalement sur Netflix. Et justement, tu savais que les plateformes de streaming te cachent une partie de leur contenu? Avec un VPN, tu contournes les géorestrictions pour débloquer l'entièreté des catalogues Netflix, Disney+, HBO Max et plus de 40 autres. Plus de 40% de contenu supplémentaire disponible en français, avec les mêmes abonnements. Pratique pour continuer ta série lorsque tu pars en voyage. Ah, mais attends, je viens de mettre mon IP au Canada et j'ai trouvé tout Kaamelott sur YouTube, gratuitement, comme ça, des années que je voulais le revoir. Exact. Surtout, avec CyberGhost VPN, tu fais des économies. Billets d'avion, hôtel, si tu passes par une IP locale, t'as toujours des meilleurs prix. Par exemple, en Inde, l'abonnement Disney+, c'est à 2,80€, 4 fois moins cher que chez nous. CyberGhost VPN, c'est une très bonne note sur Trustpilot, super simple à utiliser, 38 millions d'utilisateurs, service client en français 7 jours sur 7, satisfait ou remboursé sous 45 jours. Et pour ceux qui ont suivi les drames de certains sites bloqués en France, vous avez là une solution parfaite pour protéger votre vie privée sans sacrifier vos soirées. Sur Cinématrash, on vous fait une super offre, moins 83% de réduction et 4 mois gratuits, le tout sur 7 appareils, pratique pour partager en famille ou entre amis, 2€ par mois, qu'ils soient sur PC, mobile, console, Smart TV, ça marche. Le lien est en description, allez voir ça. Rob Bottin se met au travail. On est bien avant la CGI, tout doit être réalisé sur le plateau. Comme la chose, il mélange les techniques. Prenez la scène du défibrillateur. Il y a de tout, un faux torse, des marionnettes hyper réalistes, de la confiture. Pour les bras arrachés, ils ont pris une doublure amputée. Ils lui ont collé le masque de l'acteur et des faux membres. L'illusion et l'horreur sont parfaites, le travail titanesque, pour parfois foirer au dernier moment. Pour le plan où la tête se détache, Bottin crée un mélange de chewing-gum et de plastique fondu. Un gaz noisisif emplit le plateau, or pour la scène, on doit allumer des feux, et le tout explose. Un mois de travail réduit en cendres. Bottin se tue à la tâche, 7 jours sur 7, pendant plus d'1 an. Il dort au studio d'Universal, se nourrit de soda et de bonbons, ça manque pas, et il finit à l'hosto vers la fin du tournage. Pour certaines scènes, c'est donc un autre gars qui s'en est occupé, notamment celle avec le chien. Tellement hardcore qu'une organisation pour la défense des animaux est passée sur le plateau, histoire d'être sûr qu'on maltraitait pas vraiment des toutous. C'est
dire à quel point les effets sont sublimes. La chose est crédible même des décennies après. Ça se soigne, ça se déforme, ça se déchire, ça s'ouvre en deux, bref, c'est dégueulasse. Du body horror à l'état pur, l'un des monstres les plus iconiques du cinéma, alors que il n'a pas de forme normale. Et cette caractéristique renforce l'ambiance paranoïaque du film. La chose peut être n'importe qui, et sans l'idée brillante de Rob Bottin, la chose n'aurait rien à voir. Et c'est cette atmosphère qui fait de The Thing un film culte, malgré un échec cuisant en salle. Et ce qui est tout aussi culte, c'est la tension qui dure même après la fin. Donc attention, à partir de maintenant, c'est spoiler. Les deux derniers survivants se font face dans le froid. Nul ne sait si la chose est morte, si l'un d'entre eux a été assimilé, s'ils sont tous les deux humains, ou même s'ils vont s'en sortir. C'est un nid à théorie. Le film a connu plusieurs fins, mais toutes ont moins d'intérêt que celle définitive. Une où le perso principal est sauvé et fait un test pour bien s'assurer qu'il est toujours humain, une autre où les deux survivants sont tous les deux la chose, une autre où le héros finit seul sûr de mourir dans le froid, mais Carpenter a tenu bon et a imposé sa version. Encore aujourd'hui, les fans traquent le moindre indice, notamment l'absence de buée sortant de la bouche de l'un des persos. Alors l'acteur dit bien qu'avec la station qui brûle et la chaleur, c'est logique qu'il n'ait pas de buée, ça prouve rien. Aucune interprétation ne tient la route jusqu'au bout. Carpenter a volontairement brouillé les pistes parce que le mystère est plus effrayant que la réponse. Là, on vient de taper dans du lourd, un classique indétrônable. Dans les classements, la chose côtoie les autres grands noms comme l'Alien ou la Mouche, rien ne peut la surpasser. Comme si le cinéma d'horreur n'avait rien fait depuis 40 ans. Il y a peu, son panel de créatures cauchemardesques a récemment été renouvelé par une petite saga. Le Conjuring Universe. Ah non, attends, cette daube? Alors ok, le 1 et le 2, ils valaient le coup, mais depuis on s'est perdu dans des spin-offs sans intérêt, des suites désespérantes, et puis sans parler de la question éthique de vendre ça comme inspiré d'une histoire vraie, alors qu'on fait n'importe quoi avec les vraies histoires, juste pour créer des films avec une structure basique, rembourrée au jumpscare. Mais on peut pas nier que la franchise a su créer sa propre mythologie et construire ses propres monstres, devenus iconiques même pour ceux qui n'ont pas regardé les films. Par exemple, est-ce que vous avez peur des poupées? Oui, il y a eu Chucky, mais aujourd'hui les fans d'horreur ont peur d'Annabelle. Achetée par son mari à sa femme collectionneuse, elle se retrouve possédée par l'âme d'Annabelle Higgins, membre d'un culte, et menace l'enfant du couple. Le film est assez mythe, même s'il y a 2-3 trucs qui fonctionnent. Mais c'est un sous Rosemary's Baby, chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, avec aussi un couple qui emménage dans un appartement, un bébé et des trucs chelous, pour pas trop vous spoiler. Même les persos principaux ont le même prénom que les acteurs de Rosemary. Mais les deux spin-offs, parce que le deuxième complexifie encore l'origine de la poupée, font n'importe quoi avec la vraie histoire. Hormis le prénom d'Annabelle Higgins, mais elle n'était pas du tout membre d'un culte. Il faut dire, elle a pas eu le temps de réfléchir à la question, elle est morte à seulement 7 ans. Son âme se serait alors réfugiée dans une poupée offerte par une mère à sa fille. Progressivement, des trucs bizarres arrivent. Elle bouge toute seule, se téléporte dans des pièces et des messages apparaissent. Aide-moi. Bon, pour l'instant, ça va, la petite veut attirer l'attention pour qu'on s'occupe d'elle, mais bientôt, ça dérape. Un ami resté dormir est attaqué, étranglé et mordu. C'est là qu'entrent en scène les époux Warren, les héros de la saga Conjuring, et de vrais charlatans, vrais enquêteurs du paranormal. Pour eux, c'est pas une fillette qui hante la poupée, mais une entité non humaine sur le point de posséder les propriétaires. Allez hop, on l'emporte et on l'enferme dans notre fameux musée de l'occulte pour qu'elle ne fasse de mal à personne. Et ça marche globalement bien. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu un prêtre qui se serait moqué d'elle avant d'échapper de peu à un accident mortel. Et une fois, un motard qui aurait tapé sur sa vitre serait mort sur le chemin du retour. Mais bon, ça c'est probablement des coïncidences. Cette origin story est la même que celle de l'intro du premier Conjuring, mais il y a quelques différences. Annabelle n'est pas du tout une poupée en porcelaine comme dans les films, mais un modèle de poupée de chiffon hyper populaire aux États-Unis. Aujourd'hui, la fausse Annabelle est une icône du cinéma qui fait même un caméo dans le Aquaman du DCU. Mais la vraie star de la franchise, elle apparaît dans le deuxième film, La Nonne. Un design terrifiant, une mise en scène glaçante, surtout cette putain de scène de couloir, au secours, traumatisante, pourtant c'était pas à ça qu'elle devait ressembler à la base. Le réel avait plutôt prévu un démon, cornu et animatronique. Mais non, c'est trop classique. En plein tournage, il change d'idée, une grosse partie des scènes avec la nonne sont donc retournées. Mais pourquoi une nonne? C'est quoi ce délire? Elle est inspirée d'un vrai démon qui lui donne son nom, Valak, mais ce dernier n'est pas du tout représenté comme une bonne sœur, plutôt comme un enfant ailé. Apparemment, ça vient d'une anecdote des Warren qui auraient vu dans une église le spectre d'une religieuse emmurée vivante. Dans le film, le démon prend cette forme pour tester la foi de Lorraine, mais il avait déjà cette apparence dans son préquel où il apparaît dans un couvent
et peut donc plus facilement tromper les occupants. Et même très questionnable d'un point de vue éthique. Par exemple, Conjuring 2 sous-entend que c'est Valak qui est derrière deux affaires paranormales célèbres, Amityville et Enfield. Le spin-off va plus loin en faisant de lui l'entité qui a possédé Maurice Thériault, un homme qui a vraiment existé, qui apparaît aussi dans Conjuring 1 et dont la vie a été jalonnée de drames jusqu'à son suicide après un exorcisme supervisé par les Warren. Tout ça donc c'est faux et j'aime pas beaucoup l'idée de créer du lore sur la souffrance de vraies personnes. Je préfère l'autre forme de Valak dans Conjuring 2, l'homme tordu, inspiré d'une comptine pour enfants jouée par un vrai acteur, filmé en stop motion et à l'envers pour lui donner cette démarche chelou. Le réal en était fan et pendant longtemps il avait un film sur lui dans les cartons, finalement abandonné au profit des deux films sur la nonne. Bon ok, on a pris un monstre classique, valeur sûre et crédible pour les maniaques d'horreur, mais on a aussi fait en sorte de reconnaître des apports plus récents et peut-être plus clivants, et maintenant, qu'est-ce qui reste? On pourrait remonter aux origines. Tu t'es plaint des jumpscares dans Conjuring, et avant, comment on faisait pour iconiser un monstre? Parce que moi, si tu me dis monstre et cinéma, il y a toute une période qui me vient en tête. La CGI moche du début des années 2000? Ça va, j'ai besoin de me défouler après Conjuring. Bien sûr, je vois de quoi tu parles, j'ai même mis un film, La Momie me tape pas. Les Universal Monsters. Si la saga Conjuring a redynamisé la mythologie du cinéma d'horreur, les studios Universal ont créé les dieux primordiaux, le premier Cinematic Universe, bien avant Marvel. Dans les années 30, le cinéma va mal. La Grande Dépression qui frappe les États-Unis vide les salles et fait fermer les studios historiques. Sauf Universal, parce que eux, ils sortent Dracula et remportent le jackpot. 70 000 $ au box-office, avec l'inflation, ça ferait 15 millions aujourd'hui. Le plus gros succès du studio à l'époque. Alors ils ont fait comme Marvel et ils ont rassemblé leurs Avengers. Frankenstein, la momie, l'homme invisible, le loup-garou, il y avait même de la 3D comme pour l'étrange créature du lac noir. Puis ils ont fait des suites, des crossovers où on réunit tout ce petit monde. Et après plusieurs années, ça s'est essoufflé, c'est tombé dans le comique et la parodie, le Marvel des années 30 vraiment. Et comme le MCU, c'était pas des trucs que seuls quelques geeks allaient voir, mais des succès monstres, avec des stars qui reprennent leur rôle entre chaque film. Dracula Lugosi et son armée d'admiratrices, Boris Karloff, qui sera à la fois Frankenstein et la momie, des images qui mélangent ambiance gothique et inspiration de l'expressionnisme allemand. La base de figures mythiques qui sont reprises par toutes les adaptations qui suivront. Scooby-Doo, Hotel Transylvania et les costumes d'Halloween. Universal a marqué au fer rouge le cinéma d'horreur comme aucun autre studio. Avec le succès du MCU, ils ont même tenté d'actualiser leur mythologie pour rappeler qui c'est les boss. Mais ça a pas trop fonctionné. La momie qui devait lancer le Darkverse est un échec total, donc Universal ne s'embête pas, leurs monstres sont immortels, pas besoin d'univers partagé moderne, autant privilégier les projets avec une vraie proposition. Celui qui s'est démarqué ces dernières années, c'est le remake de L'Homme Invisible. Pas étonnant, l'original est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs films des Universal Monsters. Déjà parce qu'on y suit un homme normal qui sombre dans la folie et pas une créature. Mais surtout pour ses effets spéciaux, tout aussi maîtrisés que ceux de The Thing pour son époque, l'invisibilité du personnage est crédible. Prenez cette scène où il enlève ses bandages. À peu près le même principe qu'un fond vert aujourd'hui, l'acteur est filmé sur un fond noir avec une combinaison noire sous son costume. Puis la même pellicule filme le décor normal qui apparaît à la place des zones sombres. Le remake de 2020, lui, fait un choix fort pour éviter d'être juste une mise à jour technique. On ne suit pas le monstre, mais sa victime. Une femme échappe à un mari violent qui trouve le moyen de devenir invisible pour continuer à abuser d'elle. Une prémisse percutante qui renvoie à plein de thématiques actuelles, tout en gardant l'essence du monstre, un homme qui se laisse emporter par son génie scientifique pour commettre des actes atroces. Mais c'est qui le meilleur monstre de Universal? Bon, forcément Dracula. On a déjà parlé de lui dans notre vidéo Halloween de l'année dernière, mais Frankenstein est aussi un sérieux concurrent. Déjà le meilleur score en salle, dépassant le million, le premier à avoir une suite avec la fiancée de Frankenstein. Tout est iconique, le design de la créature avec la tête carrée et ses boutons, le trope du savant fou et son assistant, qui s'appelle pas encore Igor d'ailleurs, la réplique mythique. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Et tout ça, c'est pas dans le roman de Mary Shelley. Comme Dracula, le film crée sa propre mythologie. La plupart des changements sont anecdotiques, comme l'apparition du monstre ou la fin qui arrive beaucoup plus tôt, mais de modifications changent complètement le sens de l'histoire. Contrairement au livre, Frankenstein ne fuit pas devant sa créature, alors que c'est la base du scénario. Le docteur rejette son monstre qu'il a créé par orgueil. Et l'autre détail, c'est l'intelligence de la créature. Pas juste une brute qui marmonne ou bugle, mais un être capable de parler, et qui est même très bavard. Le roman pose la question: qui est le vrai monstre?
Victor Frankenstein, un humain intégré socialement, mais qui fait des choses horribles au nom de la science et n'assume pas sa responsabilité. A l'inverse, rejeté par tous, sa créature ne peut construire le sens de son existence que dans l'amertume et le dégoût qu'elle inspire. Mais le fait qu'elle soit douée d'intelligence la rend elle aussi responsable de son désir de vengeance. Le film donne une réponse, le docteur s'en sort, mais le monstre est tué. Enfin, pas pour longtemps, parce que il faut faire des suites. Ça n'enlève rien à son héritage colossal, et de toute façon, des adaptations plus fidèles, il y en a eu. En attendant celle de Guillermo del Toro, la rédactrice de cette vidéo vous conseille Penny Dreadful, une série qui transpose les monstres d'Universal dans leur contexte d'origine, l'Angleterre du 19e siècle. L'arc de Frankenstein est peut-être le plus réussi, et la créature est son perso préféré. Il représente parfaitement la complexité et la dualité entre créature et créateur, entre monstres et humains. Bon après oui c'est hyper profond, mais c'est pas non plus méga effrayant. On n'est pas terrorisé devant Frankenstein et les autres comme on peut l'être face à des monstres plus modernes, c'est même un peu kitsch. Les films ont plus de 90 ans, on voulait pas faire vivre la même expérience aux spectateurs à l'époque. Le jumpscare moderne n'existait pas encore, on a déjà fait une vidéo de là-dessus d'ailleurs. Les effets spéciaux ont évolué, nos mœurs et nos attentes aussi. Par contre, une chose demeure, la peur qu'inspire un monstre ne dépend pas juste de sa capacité à nous faire sursauter. C'est aussi un miroir des choses les plus sombres enfouies en nous, celles qu'on a peur de regarder, qui prennent forme sur l'écran. Alors dans ce cas, pour moi, le monstre le plus effrayant du cinéma d'horreur récent, c'est le Babadook. Même si t'as pas vu le film, tu vois à quoi il ressemble. Sorti tout droit d'un livre pour enfants, avec son sourire démoniaque, ses longs ongles, son cri rauque. Et c'est pas juste un screamer ambulant, mais la métaphore de la dépression, du deuil inachevé du personnage principal, une mère qui a perdu son mari juste avant la naissance de son enfant et qui se retrouve à l'élever seule. Surtout, le film n'a pas honte de ses thématiques, comme d'autres, genre Conjuring où le monstre est présenté comme terrifiant pendant l'acte 1, mais finit par être vaincu comme n'importe quel adversaire lambda avec des armes, des techniques, des ruses, on ne peut pas vaincre le Babadook. Ce qu'il représente est bien plus complexe que les exigences manichéennes d'un scénario qui cherche plus à nous faire sursauter qu'à vraiment nous déranger. Mais là, on parle d'une horreur psychologique. Or, c'est pas la seule forme qu'elle peut prendre. Il y a l'épouvante des monstres de Universal, le body horror gore exploité par The Thing. Des gens plus croyants ou spirituels sont vraiment dérangés par des histoires de possession ou de démons. Et que dire des monstres de films de notre enfance, qui nous ont traumatisés petits mais qu'on arrive à regarder aujourd'hui, parfois même pour apprécier la façon dont ils ont été créés. Ton monstre le plus effrayant peut être gore, ne pas avoir de forme, être un fantôme, une force invisible, un humain emporté par la folie, une créature incomprise. Ça dépend de ta sensibilité. Lui faire face, c'est faire face à tes peurs, parfois pour les affronter, parfois pour apprendre à mieux les connaître. Mais je sais, on n'a pas cité ton monstre préféré, celui qui te fout les pétoches, celui qui surpasse tous les autres. Alors peut-être qu'on reviendra pour une partie 2, enfin, si on a le courage. Encore merci à CyberGhostVPN, protégez-vous et faites des économies en contournant les géorestrictions pour seulement 2€ par mois grâce au lien en description.